Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Olivier. Exceptionnellement, je remplace Nicolas, donc je suis à sa place. Je présente sans plus tarder le sommaire du jour. On va commencer avec l'image de la semaine qui a été choisie par Jean-Yves. On viendra ensuite parler du crime de Lyon, de la revue de presse et enfin, on passera à l'incendie de Nantes. Mais tout de suite, on va commencer par l'image de la semaine, Jean-Yves. L'image de la semaine, c'est Jasmine Archer-Jones, qui est la Miss Bikini 2019 du Royaume-Uni, qui a tweeté « All Lives Matter », donc toutes les vies comptent, au lieu de mettre « Black Lives Matter ». Sur sa page Facebook, elle a vu sa couronne être retirée et son nom retiré des sites internet des Miss britanniques. Elle est complètement disparue. Alors un commentaire sur... Un commentaire, d'abord, c'est le courage de cette jeune femme qui a osé exprimer un point de vue un peu différent du point de vue dominant, puisqu'elle dit toutes les vies comptent et pas seulement les vies de noirs, ce qui me semble assez évident. Elle a aussi rappelé, et ça prouve quand même une assez bonne maîtrise des réalités, eh bien qu'il y avait davantage de blancs non armés qui avaient été tués l'an dernier que de noirs non armés, et donc il fallait arrêter de présenter les choses de manière totalement déformée. Alors, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que, les autorités qui lui avaient accordé sa couronne, que semble-t-il elle méritait, ont non seulement lui retiré la couronne, mais ils ont supprimé toutes les images. Donc on est vraiment dans une démarche orwellienne, tout simplement parce qu'elle a dit quelque chose de bon sens, en rapport avec les faits. Bravo à elle pour son courage. Je crois que c'est tout à fait remarquable. Coup de chapeau, elle n'a pas plié le genou, elle. Non. Exactement, donc on retiendra cette Jeanne d'Arc du bikini qui a tapé dans l'œil de Jean-Yves, et on va passer à un sujet beaucoup plus difficile qui est le crime de Lyon. Pour revenir sur ces faits particulièrement délicats, on va regarder une courte vidéo de BFM Lyon qui a été tournée le lendemain matin du drame. Le drame s'est donc joué ce dimanche très tôt, peu avant 4 heures du matin, dans cette rue de l'Anticaille. On est dans le 5e arrondissement de Lyon. Tout serait parti d'un différend entre la jeune femme qui était en train de promener son chien et le conducteur d'une voiture qui roulait à vive allure. D'abord, c'est l'animal qui a été percuté, ce qui a provoqué l'altercation. Puis, la jeune femme a été volontairement renversée et traînée sur 800 mètres. Elle n'a pas survécu. Voilà pour la vidéo BFM Lyon qui est assez factuelle, qui est tournée quelques heures seulement après le drame. On va passer à présent à une vidéo de BFM TV, donc pas BFM Lyon, BFM TV, qui elle est tournée 2 jours et demi après et qui pose beaucoup plus de problèmes, on va le voir. Un drame en effet tragique. Tout commence aux alentours de 3h30 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'un groupe de fêtards qui terminait un anniversaire dans un parc à proximité reproche à un véhicule, une Renault Twingo, en tout cas à ses occupantes, d'avoir percuté le chien d'une personne du groupe. Jean-Yves, un commentaire ? Alors un commentaire, d'abord le mot fêtard est un peu péjoratif pour un groupe qui fête un anniversaire. Enfin en tout cas il est connoté de manière un peu négative. Et puis on nous explique que on reproche à un véhicule. On reproche pas à un véhicule, on reproche à un conducteur de véhicule. Mais là il y a une volonté de retirer le côté personnel qui est derrière le volant. Diluer la responsabilité. Diluer la responsabilité, c'est le véhicule. Alors, le journaliste en question ne s'arrête pas là, on va voir la suite de cette intervention. Les esprits s'échauffent, en quelque sorte, une rixe commence et une deuxième voiture, dans la confusion, une deuxième voiture s'approche à hauteur du groupe, une voiture qui connaissait la première voiture, et là, le chauffeur part en trombe et percute la jeune Axel qui s'était mise en travers de sa route. La jeune femme est traînée sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à bien évidemment décéder sans aucune chance de survie. Alors là, on voit à la fois toujours le côté véhicule. C'est un véhicule qui connaissait un autre véhicule. C'est des véhicules intelligents, hein. Ils se connaissent entre eux.
Donc là aussi, on dépersonnalise, et en même temps, on développe un peu la culture de l'excuse, parce qu'on explique que tout ça s'est passé dans la confusion. Donc bon, le malheureux conducteur, il a pu faire une erreur. Et on met quasiment en cause la victime en disant qu'elle s'est mise en travers du véhicule. Donc, culture de l'excuse et dépersonnalisation du coupable. On se demande bien pourquoi on veut éliminer les éléments factuels sur qui sont les coupables. Voilà la réalité. Alors, la presse écrite a pris le pli et parle, j'ai relevé trois éléments de journaux. Alors, le Progrès, donc presse quotidienne régionale, le Parisien et le Figaro, qui eux utilisent tous le mot chauffard. Chauffard. Alors, le mot chauffard n'est pas approprié de chauffard. C'est quelqu'un qui peut renverser par erreur quelqu'un sur un passage clouté. C'est grave. C'est très grave. Mais c'est un chauffard. C'est un meurtrier involontaire. Là, on est dans le cadre du meurtre volontaire. Quand vous foncez délibérément sur quelqu'un, c'est pas une erreur, vous êtes trompé de pédale, vous avez pris l'accélérateur à la place du frein. Non, c'est tout à fait délibéré. Alors, il y a d'ailleurs un titre assez intéressant, qui est celui du Figaro, qui dit « Onde de choc après la mort d'Axel, sciemment renversé par un chauffard ». Eh ben, si Axel a été sciemment renversé, c'est pas un chauffard, c'est un meurtrier. Et donc, il y a, au fond, la volonté de diluer la culpabilité du conducteur de cette voiture. Alors, si on fouille un peu plus dans ces journaux, on va s'attarder sur la question du Progrès, puisque c'est le journal du lieu où se sont déroulés les faits. Vous pouvez voir une capture d'écran de l'article en question. Vous pouvez même mettre sur pause après et le relire en entier, parce qu'il est très, très, très compliqué à comprendre. On va s'attarder, nous, seulement à quelques mots. Alors, il est question de plusieurs participants à la fête, dont le propriétaire du chien, qui ont aussitôt pris à partie la conductrice a reçu un coup. Donc, qui a pris à partie, c'est délicat de le savoir, mais apparemment, si on s'en tient au texte, finalement, c'est le groupe de la fille. Qui font la fête, qui sont l'origine du conflit. C'est donc ça, on a une espèce d'inversion accusatoire qui est complexe, parce que c'est très très mal écrit, pour le coup, c'est très, très compliqué à comprendre. Sachant que le premier acte, c'est le chien qui est écrasé. Apparemment, ce qui oui. est quand même, peut-être accidentellement, peut-être volontairement, ça on ne le sait pas, mais ça c'est quand même, c'est normal que ça émeuve les propriétaires d'un chien. Hein. C'est pas compliqué à comprendre. Et l'autre élément qui est beaucoup plus problématique, parce qu'il ne peut pas reposer sur une erreur, c'est le sous-titre « Bloqué dans une impasse, il heurte la jeune femme ». Alors il n'y a pas d'impasse, il n'est pas bloqué dans une impasse. Il y a quelqu'un devant lui, la logique c'est de s'arrêter. Et alors ensuite il est question de voiture, d'une Golf immatriculée en Allemagne, qui serait celle des personnes qui ont percuté et assassiné la jeune fille. Oui, alors apparemment c'est les petits frères qui avaient emprunté la voiture d'un grand frère. Alors, il faut savoir qu'une voiture de luxe immatriculée en Allemagne, aujourd'hui, c'est pas les nostalgiques du Troisième Reich, c'est plutôt du côté des dealers qu'on les trouve. En parlant de nostalgie, c'est un sujet qui intéresse le Progrès, puisque un autre article se focalise essentiellement sur ce qu'ils appellent l'extrême droite. Alors, dans un article du Progrès... vous me faites peur, là. Olivier, vous me faites peur. C'est émotion et récupération. Alors, l'article en question, dont vous pouvez voir la capture sur l'écran, qui développe le problème, selon le journaliste, qu'il y a via les réseaux, dont Twitter, avec le hashtag « On veut les noms », et qui met en cause plusieurs personnalités, dont Marine Le Pen, qui a appelé à dire « stop à l'ensauvagement », mais aussi d'autres personnalités qu'on pourrait dire des mouvances nationales identitaires, donc Jean Messia, le cofondateur de Génération Identitaire, Damien Rieu, Luc Lahalle, président de la cocarde étudiante, ou encore Agnès Marion et Andrea Cotarac, qui eux étaient candidats dans la région lyonnaise aux élections municipales. Que dire sur cet article « Émotion et récupération » ? Je crois que c'est parfaitement normal, d'abord de parler d'ensauvagement, oui, c'est un minimum de l'ensauvagement. Parler de racaille, oui, il s'agit bien de racaille. Et dire on veut les noms, oui, c'est normal de savoir qui a fait quoi. Il n'y a absolument aucune raison que dans certains cas on donne les noms et que dans d'autres cas on donne les noms. Et en fait, la politique des médias, et ça c'est une grande mésinformation, ça consiste à donner les noms des immigrés quand ils sont côté victimes, voire héros, peut arriver aussi, et à taire le nom des immigrés quand ils sont du côté des agresseurs ou des meurtriers. Eh bien, si on donne les noms dans certains cas,
Il faut donner les noms dans tous les cas. Il faut toujours donner les noms, et pas seulement quand ça arrange le politiquement correct. Donc la campagne On veut les noms, qui a été effectivement une campagne conduite sur Twitter, est une assez bonne campagne. Félicitations à ceux qui ont contribué et qui ont contribué à la lancer. Oui, on veut les noms, on veut savoir. Dans un cas comme dans l'autre, d'ailleurs. On veut les noms, mais pas seulement. Il y a eu aussi eu un autre hashtag qui a été lancé, qui s'appelle la racaille-tue, qui fait plus ou moins écho à un autre hashtag qu'on entend régulièrement sur la police tue. On va voir quelques tweets là, qui s'affichent sur des personnes qui ont relayé ce hashtag, donc, qui permet de soulever des problèmes sur les réseaux sociaux, des problèmes qui parfois ne sont pas soulevés par la presse, par manque parfois de pluralisme ou par un point de vue qui est un peu orienté. Donc on voit plusieurs personnes, Mathieu Ottenwalder, matricule 007, donc des personnes qui se sont émues de ce drame. Et on retrouve aussi un élu, ici un élu Rassemblement National, qui pointe du doigt le décalage entre le discours qui sert de ce hashtag pour évoquer cette question, un décalage entre le discours présidentiel à la télévision mardi soir, donc qui fait suite à cet événement, et à d'autres événements de violence, et un président qui parle des incivilités, donc un discours qui peut paraître en réalité avec des faits qui sont en réalité des meurtres. On va regarder ce discours tout de suite et on en reparlera après. Non seulement une réponse immédiate qui est nécessaire, c'est un changement d'état d'esprit profond. Nous ne pouvons pas accepter, et je n'accepterai pas dans notre pays, que ces incivilités deviennent une habitude. La sécurité au quotidien, c'est ce qui garantit l'ordre public, l'ordre républicain, c'est-à-dire la vraie liberté dans notre société. Oui, alors, incivilité, il y a une définition. Incivilité, c'est une impolitesse, une absence de courtoisie. Bon, c'est regrettable, mais enfin, c'est limité. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une jeune femme renversée et traînée sur 800 mètres. Il s'agit du meurtre d'un conducteur de bus. Et il s'agit de balles tirées dans la jambe d'un pompier. Alors, si tirer dans la jambe d'un pompier, c'est une incivilité, qu'est-ce que c'est qu'un crime? Qu'est-ce que c'est qu'un délit? Je pense que le président de la République, il nous parle en permanence dans la novlangue. C'est la novlangue permanente. Et effectivement, ça a été relevé et ça a été critiqué tout à fait à juste titre. Donc, la racaille-tue, on veut les noms. Donc, d'autres comptes Twitter, ça a fait la une en fait sur les réseaux sociaux Twitter. Et ça a probablement aussi pu pousser les journalistes à aller plus loin dans leurs investigations. Et après, les noms sortiront notamment dans Lyon Mag et dans quelques journaux, dans quelques médias qui se feront l'écho de ces noms et qui seront finalement Mohamed et Youssef. Ouais. Autre élément, toujours sur les noms, une réflexion de Gabriel Cluzel sur les réseaux sociaux. Enfin, je vais vous la lire et puis je vous laisserai commenter. Oui. On veut les noms. En quoi dire la vérité serait stigmatisé? A-t-on imaginé un instant cacher l'identité de Dupont de Ligonnès au motif de ne pas stigmatiser l'aristocratie française? Voilà, on a donné le nom de Dupont de Ligonnès, on a eu raison. On a beaucoup utilisé, les médias ont beaucoup exploité l'affaire Dupont de Ligonnès, qui est une affaire épouvantable, effectivement, puisque c'était la disparition d'une famille entière. Ils ont beaucoup exploité parce que c'était effectivement... ça leur plaisait assez bien, puisque ça permettait de mettre en cause une vieille famille de l'aristocratie française, catholique, plutôt traditionnelle, etc. Donc c'était formidable. Ils en ont d'ailleurs fait tellement qu'ils ont même ressorti l'affaire, souvenez-vous, quelques années après la disparition, en novembre ou décembre dernier, où d'un seul coup, tous les médias ont annoncé on a retrouvé Dupont de Ligonnès en Écosse. Ce qui était un bobard parfait. C'était pas le bon. C'était un bobard parfait, mais ça permettait d'en remettre une couche. Et là, on aurait pu dire simplement Monsieur X ou Monsieur XDLL. Non, là, on a donné le nom. D'ailleurs, c'est normal. Mais si on donne le nom dans un cas, il faut toujours donner les noms. Et effectivement, oui, ça pouvait stigmatiser l'aristocratie française. Mais enfin, il peut y avoir aussi des éléments imparfaits dans l'aristocratie française. Ça s'en remettra. Mais si dans un cas, on cite, il faut citer dans tous les cas. Même quand c'est l'aristocratie arabe ou musulmane. Alors, donc les tweets dans cette affaire ont permis de mettre à jour finalement le scandale. Par contre, il y a des journaux qui ont fait complètement l'impasse. On pense au journal Le Monde. Si vous faites une recherche jusqu'à jeudi midi, il n'y a aucun article dans Le Monde qui est apparu sur cette affaire de la jeune fille assassinée à Lyon. En revanche, le quotidien de référence en France, Le Monde, a cru bon de publier un article le lendemain de l'affaire, le 20 juillet,
un article qui se nomme « Comment les micro-agressions instillent en France un racisme inconscient mais ravageur ». Donc là, on est sur de la théorie américaine antiraciste dans la lignée des Black Lives Matter et de toute l'agitation qui se passe en ce moment aux États-Unis, avec des morceaux choisis. Vous pouvez les voir sur la capture d'écran. Il parle des micro-agressions si petites que les auteurs ne les perçoivent jamais mais qui blessent. Donc en fait, quand des Blancs ont la méchanceté de dire « vous venez de quel pays ?» Tu dois aimer quand il fait chaud, ou encore, comme vous parlez bien français, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui disent encore ça, mais ça me paraît quand même un peu moins violent que ce qui a pu se passer à Lyon ou avec le pompier ou les différents éléments qui se sont passés récemment. Donc le Monde ne parle pas de l'affaire, mais parle de la théorie générale, parce que le Monde apparemment se refuse de traiter les faits divers. Alors, deux remarques. Là, on est dans une opération à la fois de diversion, on parle de ça, donc on ne parle pas de l'accident, des faits, et d'inversion accusatoire, puisque c'est à nouveau le blanc qui est accusé. Alors, quand vous dites le Monde ne parle pas des faits divers, bah oui et non. Qu'est-ce qu'un fait divers, qu'est-ce qu'un fait de société ? Le Monde a parlé de l'accident de l'autoroute A7, où il y a une famille qui a quasiment disparu. Enfin, il y a eu 5 enfants tués. Bon, c'est effectivement un accident particulièrement grave, mais c'est un accident de la route, comme il y en a malheureusement. En l'occurrence, un accident de la route, avec un conducteur qui avait un véhicule en surcharge, avec beaucoup trop de personnes à bord par rapport à ce que le constructeur a prévu par rapport au véhicule, et avec un véhicule mal entretenu. Donc c'est tout à fait triste, bien sûr, c'est un drame, mais c'est un accident de la route, comme il y en a malheureusement beaucoup. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que le ministre de l'Intérieur s'est déplacé, sans doute pour se faire voir, mais il s'est déplacé pour ça, et il ne s'est pas déplacé pour ce meurtre particulièrement abominable d'Axel Laurier. Donc on peut quand même se poser quelles sont les priorités. En fait, les priorités, on voit très bien, c'est d'apporter la compassion quand il y a un drame qui touche une famille immigrée, et à se taire quand il y a un meurtre qui touche une famille d'origine européenne. Voilà, c'est ça. Et donc il y a une connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique pour pousser en avant, mettre en avant un certain nombre de faits, et pour mieux en occulter d'autres. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la mésinformation ou l'information déséquilibrée. Voilà, on en a fini avec ce thème assez grave. On va aller sur des choses un peu plus légères avec la revue de presse. Alors des éléments un peu plus légers, mais pas tant que ça, avec la baudruche Adama Traoré va-t-elle enfin se dégonfler avec la confirmation d'un viol du principal intéressé contre un codétenu ? C'est le point qui révèle l'allégation de viol contre Adama Traoré. Le codétenu a été indemnisé, donc il a dû avoir viol quand même. Oui, en tout cas, c'est reconnu par un tribunal, en l'occurrence un tribunal civil ou administratif, pas un tribunal pénal, puisque tout feu de l'action est éteinte par la mort d'Adama Traoré, forcément, mais c'est quand même une décision de justice. Voilà. Et donc, au fond, on nous a présenté comme un héros un type qui est un salaud. Voilà, c'est ça la vérité. Et alors, dans les hashtags qui ont beaucoup fonctionné, dans les dièses qui ont beaucoup fonctionné, il y a Adama violeur. C'est quand même assez extraordinaire qu'à chaque fois qu'on nous présente quelqu'un comme un modèle, dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est quand même un délinquant multirécidiviste. Bon, est-ce que ça lui suscite toute cette mobilisation qui a eu lieu ? On peut vraiment se poser la question. Et comment les médias peuvent s'engager à soutenir des personnages pareils ? Sans transition, ou alors vous ferez la transition que vous voudrez, Delphine Ernotte, l'arroseur, arroser la patronne de France Télé n'a pas assez fait dans la diversité et se fait taper sur les doigts par le CSA, Jean-Yves. Oui, alors comité de censure de l'audiovisuel qui lui reproche deux choses. D'abord, le manque de femmes parmi les experts, 40% d'expertes, 60% d'experts, en fait 100% de désinformateurs, donc il n'y a pas de souci. Et puis qu'il n'y ait dans les fictions que 14% de noms blancs. Alors c'est quand même étrange parce que ça veut dire qu'on considère quand même qu'il y a plus de 14% de noms blancs dans la population française. Donc on pourrait dire, tiens, après tout, la thèse du grand remplacement, elle est peut-être exacte. Mais surtout, ce qui est biaisé, c'est que une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie des minorités musulmanes ou africaines en France, ils ne regardent pas les chaînes publiques françaises. Ils regardent les chaînes des pays d'origine, ou les chaînes du Qatar, ou les chaînes africaines. Et donc, par rapport aux gens qui regardent effectivement
le service public français, je pense que 14% de non-blancs, c'est déjà très important. Et puis, si on parle de diversité, alors moi j'aimerais bien que le CSA il se préoccupe de diversité, mais de diversité idéologique et politique. Est-ce qu'il y a une diversité idéologique et politique parmi les invités à hauteur de la représentation de la diversité intellectuelle ou de la diversité politique en France? Ça, je ne crois pas. Ça, cette diversité-là, on n'en parle jamais. Parabole au balcon, du coup. Parabole au balcon. Oh, maintenant, avec les câbles, avec les réseaux, tout ça, la parabole a tendance à disparaître. Mais selon la parabole. Politique, spectacle, avec Gaspard Ganzer de LREM, ex-PS, qui rejoint les chroniqueurs de l'émission de Cyril Hanouna. Bah oui, c'est intéressant, le mélange des genres. Hein, le mélange des genres entre l'information, le divertissement, la politique et la blague assez grasse, parce que Hanouna, on ne fait pas toujours dans une finesse extrême. On sait pas le premier, il y a déjà Madame Sayet qui vient des Républicains, Madame Garrido qui vient de LFI, Ganzer, on ne sait pas trop d'où il vient, mais enfin bon, pourquoi pas. En tout cas, il y va. Il y va. Un article intéressant du Figaro sur le New York Times qui devient sa propre caricature avec la journaliste Bari Weiss qui a rejoint le New York Times car elle était anti-Trump, elle a pleuré au soir de l'élection du président américain. Et elle a eu le malheur de critiquer les accusations abusives de viol qui sont un fléau aux États-Unis. Et elle a été menacée par ses confrères du New York Times. Elle a été menacée dans des communications internes avec des émoticônes armés. Elle a été traitée de nazie et de raciste, ce qui est particulièrement drôle. Et cette journaliste témoigne d'une fracture dans la gauche américaine, une fracture qui a été confirmée quelques jours plus tard par une tribune signée par 150 intellectuels, essentiellement de gauche. Dans le magazine Harper, ceux-ci dénoncent une intolérance des points de vue opposés et une tendance à résoudre des questions politiques complexes dans une certitude morale aveuglante, donc une gauche américaine tout de même divisée. Jean-Yves. C'est la logique révolutionnaire, hein, où le pur trouve toujours un plus pur que lui qui l'est pur. Et ce qui s'est passé physiquement lors des processus totalitaires, ce qui s'est passé à l'époque de Lénine, de Trotsky et d'autres, eh bien, se produit non pas par la peine de mort, mais par la peine de mort sociale, par la peine de mort virtuelle, au milieu des journalistes et des intellectuels de gauche qui finissent toujours par être épurés par des gens plus exigeants qu'eux. Et il y en a qui commencent à dire « mais jusqu'où ça va aller ?» Oui, il serait temps de s'en apercevoir. Et enfin, le dernier élément de cette revue de presse, ce sont les Ouïghours omniprésents dans l'actualité depuis quelques jours. Alors c'est un retour qui est bien opportun. On voit la une de Libération, Ouïghours, génocide en cours. Un article également des Arocs, internement des Ouïghours, le témoignage glaçant d'une enseignante. Donc il ne s'agit pas ici de contester le fait qu'il se passe des choses terribles en Chine avec les Ouïghours, mais c'est un retour sur le devant de la scène qui est bien opportun, qui permet d'attaquer la Chine dans un contexte mondial hostile, et de parler de musulmans qui sont victimes, ce qui est le cas en l'occurrence pour les Ouïghours. Sans doute le cas, effectivement. Et puis ça fait diversion, les Ouïghours c'est loin. On a parlé des Rohingyas à un moment, maintenant on parle des Ouïghours. Mais on parle moins des Yéménites qui sont plus nombreux à être massacrés. Mais les Yéménites, ils n'intéressent personne puisqu'ils sont massacrés par l'Arabie Saoudite. Avec les armes de la France. Avec des armes françaises au passage, donc bon, pas de problème. En revanche, le Libération, qui fait un peu dans les caricatures, a sorti un article intéressant sur Check News où ils nous apprennent que 46 États appuient la Chine dans le Xinjiang, donc la région où les Ouïghours sont massacrés. Parmi eux, 17 États dont l'islam est la religion majoritaire. On y retrouve l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Iran, la Palestine et plusieurs États. Donc, ce qui montre que l'idée d'Oumma et de solidarité internationale n'est pas forcément première quand les intérêts économiques peuvent la dépasser. Bien sûr. Voilà pour la revue de presse. Jean-Yves, on va passer à un sujet à nouveau grave, l'incendie de la cathédrale de Nantes. Alors l'incendie de Nantes a fait l'objet d'un traitement médiatique tout à fait particulier samedi avec les chaînes d'information en continu qui en ont beaucoup parlé. Alors comme souvent quand il y a un incendie, il peut y avoir un incendiaire, mais on a tout de suite parlé d'accident et on a évacué la question de la piste criminelle, en fait, qui décidément ne plaît pas en France. Et on va passer toute une vidéo d'Éric Zemmour qui
évoque l'absence dans les médias ou des politiques d'évocation de cette piste criminelle. Et vous n'osez pas dire ce que tout le monde murmure, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce qu'on subodore, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un accident, est-ce que ce n'est pas criminel. Vous savez qu'il y a une série quand même très bizarre. Vous avez vu qu'il y a eu il y a beaucoup de saccages d'églises depuis des mois. Il y a Saint-Denis, il y a eu Saint-Sulpice. Vous savez que Saint-Denis, c'est un Pakistanais qui a été arrêté, qui a été condamné. Il n'y a pas un fait. Attends. Il n'y a pas un fait. Alors, une inquiétude du chroniqueur qui n'est pas complètement absurde, puisque quelques heures plus tard, on apprendra qu'il y a un Rwandais qui a été mis en garde à vue, Jean-Yves. Oui, alors ce Rwandais au fond, je crois que c'était un servant de messe d'un des curés de la cathédrale. Et c'était l'homme qui, au fond, assurait un peu la sécurité, en tout cas fermait la cathédrale. Bon, voilà. Alors, il a été mis hors de cause, en tout cas pour le moment, hein, puisque après sa garde à vue, il a été relâché. Simplement, ce qui est quand même un peu perturbant, c'est qu'on a appris au passage que la sécurité de la cathédrale de Nantes, c'est quand même pas rien, était assurée par un clandestin. Un clandestin qui a dit d'ailleurs quand même qu'il n'était pas content qu'on laisse son visa expirer. Et donc quelqu'un qui devrait être reconduit en dehors de nos frontières, eh bien il avait une responsabilité dans la sécurité d'un élément du patrimoine architectural français. C'est quand même préoccupant, même s'il a été mis, en tout cas pour le moment, hors de cause dans cette affaire. Alors dans cette affaire, les réseaux sociaux ont encore eu une importance, puisqu'on a vu beaucoup d'agitation samedi. On voit notamment un tweet de Samuel Lafont qui demande: les médias de propagande et les politiciens lâches vont-ils encore tenter de vous interdire de vous questionner sur l'origine de l'incendie? Donc il n'avance aucune thèse, il demande juste qu'on puisse avoir le droit de se demander s'il n'y a pas une origine potentiellement criminelle. Et c'est des doutes qui sont partagés par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ne développent même pas de théorie, qui disent juste: est-ce qu'on a le droit d'avoir des doutes sur le potentiel origine criminelle, la potentielle origine criminelle, et des doutes dont la légitimité sera confirmée 3 jours plus tard sur France 3. Donc on va voir la capture d'écran. Incendie de la cathédrale de Nantes, un témoignage troublant où on apprend qu'il y a eu des bruits d'orgue quelques minutes ou une heure avant l'incendie. Donc finalement, les réseaux sociaux ont une fois de plus permis quand même de montrer des doutes qui n'étaient pas donnés dans la presse. Il faut dire que les doutes sont quand même légitimes, puisque il y a eu un incendie à la cathédrale Saint-Denis. On a trouvé l'auteur, en l'occurrence un Pakistanais. Il y a eu un incendie à Saint-Sulpice, dont on sait qu'il est criminel. Curieusement, on n'a pas trouvé les auteurs, ce qui est quand même, même un petit peu étonnant. Notre-Dame de Paris, on nous a dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est forcément accidentel, sauf que ça fait 15 mois et on n'a toujours pas la moindre nouvelle. Et notamment, on nous explique, oui, mais on n'a pas pu envoyer les experts sur place pour des raisons de sécurité, ce qui est quand même, ce qui pose question. Donc le doute, il est nourri, et puis il y a quand même énormément d'affaires, d'incendies d'églises, de dégradation d'églises ou de bâtiments religieux, pour lesquels, apparemment, on ne trouve pas les coupables. Ou quand on les trouve, ce qui arrive quand même, les médias occultent au maximum la découverte des faits. Donc c'est normal qu'il y ait un doute quand on dit sur les réseaux sociaux, les gens sont sceptiques, les gens doutent, les gens sont complotistes. Ah oui, mais il y a des bonnes raisons de se poser des questions quand même. Alors se poser des questions, ça ne veut pas dire les réponses sont forcément complexes et plurielles, mais se poser des questions, c'est une bonne démarche. C'est ça l'esprit critique. Alors samedi, BFM du coup faisait un direct en continu sur cet épisode, ce drame, et il faisait BFM était très, très docile vis-à-vis du gouvernement, parce que tout le gouvernement est venu, le Premier ministre, le ministre Darmanin, tout le monde s'est dépêché sur place, le nouveau ministre de la Culture, le ministre Bachelot. Du coup, on a eu droit à une apologie du gouvernement, mais personne ne s'est interrogé sur une question. Si une personne s'est interrogée, c'est la Tribune de l'Art, qui s'interroge sur un élément passé sous silence, qui est la défaillance en matière de sécurité. En fait, quelques mois, une année après Notre-Dame de Paris, il n'y a pas d'alarme incendie, ou il n'y a pas de dispositif qui permet d'empêcher de tels incendies. Alors, d'abord, la Tribune de l'Art, c'est un très bon média, à la fois papier et sur Internet, hein.
Et ça vaut vraiment le coup de le suivre parce que dans le domaine de l'art, ils posent vraiment les bonnes questions. Et alors là, ça pose quand même une double question de responsabilité à la fois de l'État, puisque le patrimoine religieux, il appartient à l'État, et la responsabilité aussi des évêques, des ecclésiastiques qui ont la charge quotidienne finalement de ce patrimoine. Il y a une double responsabilité. S'agissant de l'État, il faut savoir, et la Tribune de l'Art le révèle, qu'on va recruter cette année deux conservateurs des monuments historiques. 2 conservateurs des monuments historiques. Donc là, on fait des économies. S'il y a un domaine où on fait des économies, c'est dans la protection du patrimoine. Ça, c'est quand même des questions que les médias qui veulent pas se poser la question qui est derrière les incendies, est-ce que c'est les criminels, qui sont les criminels, ils pourraient au moins se poser la question comment se fait-il que l'État et aussi quand même les ecclésiastiques ne font pas ce qu'il faut pour protéger le patrimoine. Alors justement, vous soulevez un point intéressant qui est le décor, en fait, qui n'est pas du tout planté par les médias. Et un élément qui n'est pas montré par les médias, c'est le climat parfois un peu anti-chrétien, ou en tout cas hostile aux édifices chrétiens qui peut régner en France. Et un élément qui a été passé sous silence et qui n'a été révélé que sur le Salon Beige, l'Observatoire de la christianophobie et TV Liberté, c'est que le 19 janvier, le lendemain de l'incendie, des tags anarchistes ont été découverts sur l'église Saint-Clément de Nantes. Ça ne dit pas que ce sont les anarchistes qui sont à l'origine de l'incendie de la cathédrale, bien qu'ils s'en soient réjouis sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même un décor. Il y a ça, et un autre élément, l'étudiant libre qui révèle l'incendie de l'abbaye Ligugé. L'enquête s'oriente vers une piste criminelle. En fait, il y a tout un décor qui a été complètement occulté par les médias. Oui. Et pour finir sur une touche plus drôle, on va revenir sur 2 éléments, 2 ratés des médias au cours de cet épisode de la cathédrale, l'incendie de la cathédrale de Nantes. Alors le premier épisode est révélé par Marc Hainaut, journaliste pour Boulevard Voltaire, qui interpelle le groupe M6 sur Twitter en montrant un curé qui a interviewé la chaîne M6 pour son journal de 12h45. Un curé qui a interviewé, mais qui apparemment n'est connu par aucun prêtre. Il est connu par personne, et alors il porte un pantalon hachuré, troué, des baskets dégueulasses. Ça peut peut-être arriver, mais enfin, c'est quand même pas ce qui est le plus fréquent. Le journaliste qui l'interroge aurait pu regarder. Alors évidemment, il coupe. Oui, donc on ne voit que le petit col ecclésiastique, mais le reste est tout de même... aurait pu au moins amener à se poser quelques questions. Enfin, je pense que ce personnage, qui est peut-être un intermittent du spectacle, a dû s'amuser, quoi. Et un autre qui s'est un peu moins amusé, c'est un individu qui sortait du commissariat et qui a été pris par tous les médias, dont CNews qui était en direct, qui a été pris pour le fameux Rwandais qui avait été interpellé. Donc on va regarder ces images. Priorité au direct avec l'individu qui a été interpellé, qui est au micro de Marand Delpech et de Charles Guyard pour CNews. Écoutez. C'est quoi pour la pression, c'est quoi d'arrêter Non, on a bien compris. Je pense que... Alors, vous allez demander votre avocat ? Non, mais je pense, monsieur... Non, mais je pense que peut-être c'est pas la bonne personne. Hein, peut-être que la personne qui sort du commissariat a pensé que... Voilà, effectivement, on retournera du côté de Nantes pour voir effectivement ce qui se passe du côté de ce commissariat où, je vous rappelle, un individu a été interpellé hier. Voilà, Jean-Yves. Oui, alors je pense que les médias ont un peu un préjugé raciste, là, parce qu'ils pensent qu'un Rwandais c'est noir, donc ils voient un noir qui sort du commissariat, puis ils sautent sur lui en disant ça y est, on tient le Rwandais, mais non, c'est pas le Rwandais qui travaillait à la cathédrale, et non, c'est pas le cas. On va finir. Voilà. Peut-être un autre clandestin, hein, mais bon. On va finir sur votre coup de chapeau. C'est pour une Miss Bikini encore ? Ah bah non, les Miss Bikini, ça ne vient pas tous les jours, hein, quand même. Faut pas, ou 2 fois dans la même émission, faut pas abuser, non. C'est tout ce qui est de plus sérieux. C'est la revue Conflit, qui vient de sortir, très bonne revue de géopolitique, qui vient de sortir un numéro, notamment consacré à l'Amérique latine. Ou plus exactement de l'Amérique latine à l'Amérique du Sud, puisqu'ils considèrent qu'il faut faire évoluer un peu le concept. Et c'est vrai que c'est une région quand même du monde tout à fait importante, avec de grands États comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le Chili. Il y a aussi les questions avec la Colombie, le Venezuela. Donc c'est un sujet tout à fait intéressant.
Bon, il n'y a pas que la Chine, il n'y a pas que l'Inde, il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi l'Amérique latine. Vous allez le lire au bord de la plage ou à la montagne ? Plutôt à la montagne qu'au bord de la plage. À la montagne, puisque vous ne serez pas là la semaine prochaine. Non. Et du coup, je prendrai place à côté de Nicolas Faure la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Voilà, vous travaillez, la semaine prochaine, c'est vous et Nicolas Faure. Et puis, ensuite, il y aura une petite pause et on se retrouvera à la rentrée. Et voilà, n'hésitez pas. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à appuyer sur le petit pouce bleu pour la faire vivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube.